soins même aux personnes qui portent un handicap. C'est l'objectif d'un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail, dont les missions sont définies par l'État qui les finance en partie. Alors un ESAT, c'est donc à la fois une structure économique qui relève de l'économie sociale et solidaire, c'est un établissement médico-social où l'accompagnement est essentiel et c'est aussi un lieu de travail protégé qui inclut bien sûr les personnes handicapées dans le monde du travail. Bonjour à vous Sylvie Riberaud. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de l'ESAT Berthier, Oui. qui est situé juste à côté du boulevard Berthier dans le 17e arrondissement de Paris. Vous êtes au pied du nouveau palais de justice. Votre établissement existe depuis presque 50 ans. Qu'est-ce qui vous rend la plus fière dans ce que vous faites au quotidien à l'ESAT Berthier? Alors, probablement le fait de pouvoir donner les moyens à des personnes d'améliorer leur vie, leur relation aux autres, leur épanouissement personnel. Parce que dans votre établissement, il n'y a que des personnes handicapées à qui vous donnez un travail? 150 personnes en situation de handicap, accompagnées par une petite trentaine d'encadrants qui sont des personnes valides. Ça fait combien de temps que vous êtes en poste, Sylvie Riberaud? Alors, en poste de direction sur cet établissement, ça va faire 3 ans. C'est lourd? Non, non. Non, c'est pas lourd Non. comme poste. C'est facile d'être directrice d'un ESAT? Non. Non. Non, non, c'est extrêmement riche, c'est très prenant, c'est passionnant, mais oui, il faut dire ce qui est, il y a une belle charge de travail. En fait, vous avez la même charge de travail qu'une entreprise du secteur marchand, avec un suivi RH qui est sensiblement le même que celui qui devrait exister dans une entreprise, mais vraiment surdosé et pour 151 personnes pour lesquelles il va falloir suivre le parcours de façon personnalisée pour chacun. Vous avez dit c'est passionnant. Ce qui est passionnant, c'est la matière humaine, Mmh. j'imagine. Oui, c'est le potentiel, découvrir les capacités des gens, leur comprendre avec eux, les aider à exprimer ce dont ils ont besoin, trouver les moyens de leur fournir, gérer le temps, le planning dans lequel les choses vont se faire, et puis les voir s'investir, monter en capacité, en compétences, s'épanouir, découvrir plein de choses, c'est fascinant. Alors, on va revenir bien sûr sur la façon dont vous travaillez à l'ESAT Berthier, mais avant ça, je voudrais qu'on se penche sur votre parcours personnel. Parce que souvent, le parcours d'un dirigeant de structure ou d'un entrepreneur dit beaucoup de son engagement professionnel. Dites-nous d'abord à quel endroit vous avez grandi et dans quel environnement familial. Alors, j'ai grandi à la campagne, élevée au grain et en plein air, on va dire, dans un hameau d'une dizaine de maisons, dans une famille relativement nombreuse. Nous étions 6 frères et sœurs. Je vivais avec mes grands-parents. Une famille, beaucoup de personnes âgées. J'ai connu beaucoup de générations arrière-grands-parents, grands-oncles, grandes-tantes. Ce qui veut dire que j'ai été élevée avec des personnes âgées, des personnes dépendantes, des personnes ayant des capacités plus ou moins limitées. Et ça a toujours été, comment dire, j'ai grandi en m'occupant de mes frères et sœurs, en m'occupant, entre guillemets, des personnes âgées qui m'entouraient. Et voilà, donc ça c'est déjà en effet un contexte un petit peu particulier. Et vous y pensez encore aujourd'hui, dans votre quotidien professionnel? Vous vous rappelez de cette époque-là, de votre enfance? Vous sentez que c'est là que sont vos racines, en fait? Ou oui, plus disons tard que c'est inconscient, je n'y pense pas, mais j'ai été élevée comme ça. Rendre service, aider, faciliter les choses pour les gens qui m'entouraient, c'était une évidence, c'était la vie de tous les jours. Et est-ce que votre parcours d'études ensuite vous a conduit petit à petit vers le travail social? Tous les jobs devraient être des jobs sociaux dans l'absolu. Mais en fait, non, l'histoire a commencé par une vocation contrariée. Moi, je voulais être puéricultrice, je voulais m'occuper des bébés, des enfants.
C'est déjà presque du travail social. Oui, mais donc je n'ai pas pu pour X raisons. Je suis partie vers des aventures qui m'ont emmenée plutôt sur des démarches commerciales. J'avais un bon relationnel et mes parents étaient commerçants, beaucoup de commerçants autour de moi, donc tout ce qui consistait à écouter un besoin, trouver le moyen de le satisfaire et servir les gens, ça m'était assez naturel. J'ai participé à la création d'une entreprise que j'ai gérée pendant 18 ans. Puis j'ai changé d'univers pour faire du management de transition. Et en fait, j'ai réalisé au fil du temps que plus que les performances commerciales de l'entreprise, des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'était les relations humaines qui m'intéressaient. Tout ce qu'on pouvait construire, les dynamiques de groupe, la motivation des uns et des autres, comment on pouvait à plusieurs, avec des profils très différents, parce que j'ai souvent eu des équipes, entre guillemets, un peu atypiques. Mes recrutements étaient parfois un peu étonnants pour ceux qui m'entouraient. Parce que je ne recrutais pas les personnes forcément sur le CV ou le parcours d'études, mais sur justement d'où elles venaient, ce qui les intéressait, leur motivation. Et, de l'intuition de votre part aussi peut-être? Oui, l'estimation que je faisais de leur capacité à apporter au système quelque chose et à profiter du système dans lequel nous étions pour évoluer dans le sens qui leur plaisait, ou au moins pour une tranche de vie. Donc voilà, j'ai vécu des expériences humaines, oui, extraordinaires. Et alors dans ce parcours, quels sont les personnages qui vous ont marqué? Je serais tentée de dire un peu toutes. Je ne vais pas citer de nom parce qu'ils parleront à personne, mais les personnes qui m'ont guidée d'abord sont celles qui sont venues à moi pour me parler de leur envie de travailler avec moi, celles qui m'ont raconté leurs projets, qui m'ont donné envie de travailler avec elles, ceux et celles qui ont fait ce qu'on a fait ensemble, qui, dans l'absolu, moi, tout le monde m'inspire, je sais pas, l'hôtesse d'accueil de l'immeuble à un PDG visionnaire. Ouais, j'aurais du mal à... J'ai quelques visages qui me passent en tête parce que ce sont mes premiers boss, des collaborateurs très proches avec lesquels on a vécu des heures, je ne dirais pas des nuits, mais oui, de nombreuses heures à élaborer des plans stratégiques, des bilans, des recherches de solutions, etc. Mais beaucoup de personnes qui ont contribué à ce qu'on a fait m'ont inspiré, enfin m'inspirent au quotidien. Alors aujourd'hui, à l'ESAT Berthier, dites-nous quel est le défi de société auquel vous tentez de vous attaquer chaque jour? Alors, 2 axes. Un défi vis-à-vis des personnes qu'on accompagne, les convaincre de leurs capacités, de leurs compétences, de leurs droits à profiter de tout ce qui nous entoure, que ce soit le patrimoine, les aides, le travail, les loisirs, l'amour, la parentalité, etc. C'est parfois un défi parce que certaines personnes ont un parcours tellement limité, tellement limitant qu'elles ont du mal à y croire ou à imaginer qu'elles peuvent faire certaines choses. Vous diriez que les personnes handicapées sont enfermées aujourd'hui dans un monde et que vous leur ouvrez des portes vers des possibles en fait? Oui, certaines peuvent être sinon enfermées, au moins limitées. Ou manque de confiance, manque de savoir par où passer pour aller vers ce qu'ils veulent. Et puis autre défi, c'est vis-à-vis des entreprises. Convaincre une entreprise qu'elle peut recruter une personne en situation de handicap et gagner un collaborateur tout aussi compétent que n'importe qui. Oui, parce que quand vous nous dites que vous employez 150 personnes porteuses de handicap aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de les garder, c'est de les placer dans des entreprises derrière. Oui, pour autant que ce soit possible et qu'ils le souhaitent, puisque c'est leur choix, et certains, pour plein de raisons, ne sont pas prêts ou ne souhaitent pas intégrer le milieu ordinaire.
Certaines, tout simplement, sont conscientes de leurs limites en termes de capacité de production. Et une entreprise, il faut être conscient quand même du fait que même si elle peut avoir une démarche RSE qui la pousse à intégrer un maximum de personnes en situation de handicap, elle a quand même une finalité de production et de rentabilité qui fait qu'en deçà d'un certain niveau de production ou fiabilité de service, c'est un petit peu compliqué quand même. Ce qui n'empêche pas de vivre plein d'expériences d'immersion en entreprise ponctuelle où la personne va être performante, mais elle peut être limitée dans le temps sur la constance du fait de son état, de sa pathologie, de son traitement, etc. Donc, voilà, des personnes pour qui le profil de parcours va vers une intégration dans le milieu ordinaire avec un contrat de droit commun, et donc ça se fait régulièrement. Et puis d'autres dont le parcours est un petit peu plus long, mais doit être composé au maximum d'interactions entre le milieu dit protégé, qui est le nôtre, même s'il est vraiment de plus en plus ouvert sur l'extérieur, et le milieu ordinaire en entreprise. En moyenne, les personnes que vous employez restent combien de temps chez vous? Alors, les choses changent. Autrefois, une personne pouvait rester presque toute sa vie professionnelle, entrer à 20 ans et partir. On a fêté des départs en retraite de personnes qui avaient 40 ans d'ESAT. Donc, toute leur vie professionnelle s'est déroulée dans l'univers de l'ESAT. Ça doit être très émouvant comme départ. Oui, mais oui, il ne voulait pas partir d'ailleurs. Il a fallu que sa sœur qui était là l'accompagne et que tous les travailleurs, nous, l'accompagnions pour descendre les escaliers jusque dans la rue. C'est des grands moments. D'ailleurs, certains reviennent nous voir, ils sont à la retraite depuis des années, mais régulièrement, ils viennent faire un petit coucou. C'est un peu une famille chez vous, du coup? Bah, oui, quelque part, c'est sinon une famille, un groupe naturel qui s'est créé au fil du temps et où les gens ont toute une tranche de vie en commun, d'histoire, de souvenirs. Alors vous me disiez ça change. Certains restent jusqu'à la retraite, mais en moyenne, aujourd'hui, ils restent moins longtemps. Eh bien, pour tout vous dire, je ne saurais pas vous dire la moyenne. Si, je l'ai pourtant. Entre la balance des anciens et des jeunes qui arrivent, on doit être quand même sur une petite dizaine d'années. Mais sur des nouveaux profils, nouveaux jeunes depuis ces dernières années, ils peuvent rester 2-3 ans. Ça va dépendre de l'activité, ça va dépendre de leur pathologie. C'est pas toujours évident de les comparer. Alors racontez-nous précisément quelles sont les pathologies, par exemple, que l'on rencontre dans votre ESAT et quelles sont les activités qui permettent d'employer ces personnes handicapées. Alors, on va dire deux grandes familles de déficiences chez nous ou de handicap. Handicap psy, donc là on touche tout ce qui est au relationnel et à la relation à l'autre, et handicap déficience mentale, donc là plutôt des soucis cognitifs, compréhension des choses, mémorisation, etc. Le domaine d'activité dans lesquels on va les former, la restauration, qui se décline sous toutes ses formes, restauration collective, un restaurant ouvert au public, des plateaux repas, opération traiteur-cocktail, gestion de bar à thème dans les entreprises, et une activité de conditionnement, donc tout ce qui consiste à mettre un contenu dans un contenant, quel qu'il soit, des petits... du maquillage dans des trousses, du thé dans des boîtes ou des sachets, des chocolats, des épices, enfin bon, toutes sortes de choses. Un atelier de bricolage espace vert, un atelier d'électrification de vélo et un atelier de fabrication de bougies artisanales. Alors l'intérêt de la plupart de ces activités, c'est qu'elles peuvent être reproductibles dans d'autres univers que dans un ESAT. Tout à fait. Elles sont des moyens de se former à des métiers que tout le monde va reconnaître rapidement, par exemple serveur en salle, cuisinier, commis de cuisine, etc. Donc ça, c'est un circuit qui est très propice à l'emploi dans le milieu ordinaire, parce que c'est un marché, le marché de la restauration et du tourisme, c'est vraiment un marché tendu en France. Donc il y a un vrai vivier potentiel dans les ESAT pour former du personnel. Pour d'autres,
On va développer à travers, par exemple, un atelier bougie. On peut imaginer qu'une personne soit recrutée chez un maître cirier ou quelqu'un qui manipule des matières premières et fait des moulages de quelque sorte que ce soit. Mais ça va être également des moyens d'acquérir des compétences, être capable de suivre une consigne, être capable de manipuler des choses avec précaution et délicatesse, être capable ou démontrer ses capacités en termes de création, d'originalité. Donc tous ces ateliers ont pour objectif de faire découvrir à la personne quelles sont ses capacités, avec quel sujet elle a le plus d'appétence. Vous voyez qu'entre la restauration et les espaces verts, on n'est pas tout à fait dans le même monde. Mais pour autant, on va travailler un socle de compétences qui est toujours les mêmes, à savoir identifier une problématique, quelque chose à faire, suivre une consigne pour le réaliser, utiliser des outils, faire attention à la sécurité ou à l'hygiène, etc. Donc au contexte, interagir avec d'autres personnes et produire un résultat conforme à la commande. Et donc les travailleurs vont pouvoir, au fil de leur parcours, naviguer d'un atelier à l'autre. Soit ils vont rester dans la filière restauration, mais ils vont naviguer sur plusieurs façons de cuisiner, de servir, divers publics, dans divers cadres, etc. Mais ils vont aussi pouvoir passer vraiment d'un atelier à l'autre et au fil du temps, soit se découvrir des talents qu'ils n'imaginaient pas, soit se recentrer sur ce qui les avait initialement interpellés quand ils ont demandé à venir à Les Albertiers, ou trouver l'atelier qui leur convient. Alors, qui sont les entreprises qui vont recruter ces personnes-là ensuite? D'ailleurs, vous les appelez des clients, des partenaires, comment vous les appelez? Des clients partenaires. Des clients partenaires, très bien. Et alors, c'est qui? C'est là, pour la restauration, c'est des entreprises de restauration collective? Oui, par exemple? alors on a les gros opérateurs de la restauration collective qui vont gérer des restaurants d'entreprise, des bars à thème ou parfois des espaces de restauration, donc qui vont recruter. On a toutes les chaînes de restauration, tous les grands restaurateurs qui ont des chaînes de restaurants, quels qu'ils soient. Alors nous, on est plutôt sur une restauration type bistronomie, voire gastronomie, service à la française, etc. On n'est pas trop typé fast-food, mais un travailleur pourrait tout à fait migrer de la cuisine bistronomique chez nous à une saladerie parce que l'ambiance du restaurant lui plaît, le type de produit lui convient, etc. Après, on va avoir toutes les grosses structures sur la gestion de bar à thème, par exemple, où le personnel qui est en prestation de services dans les grandes entreprises, type Enedis, le groupe BPCE, Bell, enfin vraiment des grosses boîtes françaises. C'est souvent la direction de l'entreprise qui, dans le cadre de sa démarche RSE, passe un appel d'offres en disant, voilà, je veux que dans la prestation de services restauration, l'opérateur qui sera choisi ait un partenariat avec le secteur protégé, donc ESAT ou EA, et voilà, prévoir des postes pour eux. Et alors à ce moment-là, l'entreprise client partenaire vous finance, vous rémunère le coût de la formation, par exemple? Parce que je m'interroge sur le modèle économique qui est le vôtre. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez 30 encadrants pour 150 salariés, ça fait un encadrant pour 5 personnes, si je ne me trompe pas, ce qui est forcément coûteux. Donc comment est-ce que vous financez ce modèle économique-là dans un ESAT? Alors, une partie des financements viennent des pouvoirs publics et l'autre partie des résultats de l'activité commerciale. Donc les entreprises vont nous payer soit la prestation finie, le conditionnement de trousses de maquillage à distribuer à des clientes, c'est à l'unité, à la pièce. Fabrication de bougies, même chose, à la pièce. Par contre, une prestation de mise à disposition d'une équipe de serveurs, un maître d'hôtel pour un cocktail, c'est à l'intervention.
Pour d'autres entreprises, ce sont des prestations sur des contrats de 3 ans avec un forfait mensuel pour une équipe, moniteur, serveur dans un bar, une petite cafette ou un espace de restauration dans l'entreprise. On va suivre les modèles du secteur marchand, hein, en fait. On va retrouver les mêmes logiques à l'unité, à la prestation, au forfait. Et alors, pour finir sur le modèle économique, quel est votre budget annuel? Et dans le budget annuel, quelle est la part du chiffre d'affaires de prestations que vous vendez? Alors, le budget annuel, en fait, on a 2 budgets. Un budget administratif, donc sur les financements de l'État, qui est d'1,8 million à peu près, qui se solde en général à l'équilibre, un petit chouï d'excédent parfois, donc qui paye une partie des encadrants, une partie des locaux, une partie de l'équipement, de l'entretien. Ensuite, on a un budget commercial qui, lui, alors tourne sur un chiffre d'affaires pour l'année dernière d'un petit 3 millions d'euros. Alors, il faut savoir que les ESAT ont beaucoup souffert pendant le Covid, hein. On a perdu, enfin nous, on avait perdu quasiment 50% de notre chiffre d'affaires, puisqu'on a été bloqués, puisqu'en obligation de confiner pendant 1 mois et demi. Puis, comme on a une grosse activité restauration, on s'est retrouvé dans le circuit de interdiction de restaurant, puis ouverture de terrasse, mais avec des jauges, etc. Plus de cocktails, etc. Donc pendant... À la fois pour vous-même, parce que vous avez votre restaurant, mais aussi en termes de prestations que vous Et bien servez aux sûr, clients. jusqu'en 2022, il y avait quasiment plus de cocktails commandés par les entreprises. Donc tout un pan d'activité qui était en sommeil. Donc sur 2023, on a retrouvé pas tout à fait le trend d'avant Covid, mais disons une bonne année de commercialisation et une rentabilité correcte. Est-ce que vous vous considérez comme étant en concurrence avec le marché classique? Bah, d'une certaine façon, oui. Oui. Et du coup, est-ce que... On sert les mêmes prestations, on est dans les mêmes gammes de prix. Hormis, bon, par exemple, le restaurant d'application qui est ouvert au public, on a une prestation... Auquel on peut aller déjeuner, hein. On peut aller chez vous pour déjeuner, bien sûr. Avec Oui, plaisir. Dans lequel on a une prestation qui est quand même en dessous du prix marché. Mais sinon, oui, on est dans les prix du marché. Mais du coup, votre engagement à créer de l'emploi pour les personnes handicapées, à les encadrer, faire ce travail social autour de la formation purement professionnelle, ça vous coûte, ça impacte votre rentabilité? Oui, d'autant plus qu'on parle beaucoup professionnel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du fait de notre double vocation économique et sociale, on est en recherche de double performance. Or, la performance sociale, qui est d'ailleurs interdépendante avec la performance économique, parce que pour que les travailleurs soient performants en situation de travail et de production, il faut qu'ils soient bien dans leur vie, bien dans leur peau, bien dans leur santé, bien dans leur interaction avec le monde. Et ça demande un gros travail d'accompagnement sur l'axe santé, où on doit faire des bilans de vue, audio, sur plusieurs axes. Un gros travail au niveau de l'accès aux droits, donc aider les travailleurs à comprendre tous les dispositifs administratifs de la vie d'un tout un chacun, puisque au-delà de les accompagner vers le travail, on les accompagne vers l'autonomie et donc l'habitat, l'hébergement, les aider à trouver un appartement, à estimer à partir de quel moment ils sont en capacité de sortir de leur famille, puis peut-être d'intégrer d'abord un foyer, où il y a encore un entourage autour d'eux, puis progressivement d'aller vers un appartement de ville en autonomie complète. Mais également accompagnement sur tout ce qui est protection juridique, si c'est nécessaire pour eux, accompagnement sur tout ce qui est loisirs culturels. Les premières fois qu'on a emmené des travailleurs à la Comédie Française ou à la Philharmonie, ils nous disaient « mais moi je ne savais pas que j'avais le droit d'aller dans des endroits comme ça » ou « je ne savais pas que ça existait ». Comment vous mesurez toute la valeur que vous créez de ce point de vue-là? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs en termes d'impact social? Est-ce que vos financeurs vous en demandent? Alors oui,
Un plan de transformation des ESAT a été initié il y a quelques années, qui est en marche et qui s'accompagne d'indicateurs qui nous intéressent vraiment parce que longtemps, les pouvoirs publics étaient très axés sur les budgets et certaines prestations intéressantes, mais tout ce qui concernait tout le travail périphérique que l'on fait, donc tout ce que je viens d'évoquer, hein, sur la culture, les loisirs, la santé, l'accès aux droits, l'autonomie, l'autodétermination, etc. Ce n'était pas vraiment quantifié et parfois dans les rapports, il fallait faire un petit commentaire en bas pour dire attendez, je vais vous raconter d'autres choses que l'on fait. Ça a changé. Oui, ça change. C'est bon. Maintenant, on a des... Les formulaires sont mieux préparés. Voilà, ils sont... bon, il faut dire que les programmes d'évaluation de la Haute Autorité de Santé sont, comment dire, super bien détaillés. Tous les outils que les pouvoirs publics ont mis en place convergent dans le même sens. Les CEPOM, donc contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, qui sont des contrats qu'on signe pour 5 ans avec les pouvoirs publics sur des engagements de notre part à effectuer toute une série de missions qui accompagnent le travailleur vers le travail en milieu ordinaire. Donc le CEPOM, les évaluations. Donc régulièrement, tous les 5 ans, les pouvoirs publics évaluent les établissements et donc reprennent tous ces pans de mission et check si vous êtes dans le match ou pas, et jusqu'à quel point. Alors avec la reconnaissance également de points forts pour les établissements qui ont des programmes particulièrement riches, novateurs, que ce soit la façon de former ou la façon d'accompagner. Mais également un regard exigeant sur des missions à remplir qui doivent l'être. Et le cumul de tous ces pans de missions, constitue un projet d'accompagnement personnalisé pour le travailleur, optimisé, puisqu'on va l'accompagner sur tous les pans de sa vie et faire en sorte qu'il y ait l'équilibre le plus fort possible entre sa vie pro, sa vie perso et sa vie, son interaction avec la société. Et tout ça, si tout ça avance, on va dire correctement, on voit évoluer une personne de timide, pas très confiante, doutant de ce qu'il peut faire et allant assez peu vers les autres pour ne pas prendre trop de risques, on la voit s'épanouir et jusqu'à gagner des concours, être embauché avec un contrat de droit commun, etc. Joli résultat. C'est sympa ça. Alors Sylvie Ribroux, beaucoup d'entrepreneurs se font accompagner, beaucoup de dirigeants de structures de l'économie sociale et solidaire se font accompagner. Vous avez intégré l'accélérateur ESS de HEC Paris et de la région Île-de-France. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, ça m'a apporté une connexion d'abord avec un monde que je connaissais, puisque, quand je suis arrivée dans cet univers, même si j'avais la motivation, la vision de ce qu'on pouvait faire et l'envie d'amener, de développer et de structurer, d'aller vers la performance commerciale tout en maintenant la performance sociale, forcément j'ai été confrontée à des personnes qui se sont dit comment ça, la performance commerciale, on est un établissement médico-social d'abord. Oui, mais aussi. Donc l'idée était de convaincre tout le monde d'allier les deux axes. Et comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré l'équipe de l'accélérateur et j'ai postulé juste avant Covid. Donc si je suis venue parce que j'étais motivée par l'intérêt d'être accompagnée par des consultants, des mentors de haut niveau et très axés structuration, on va dire, de système, performance et avec en toile de fond cet axe ESS qui laissait augurer une bonne prise en compte de notre dimension sociale, il s'est avéré très rapidement que la nécessité de recouvrer une performance économique nous est tombée dessus du fait du Covid et du fait que l'activité est tombée. C'est là qu'on a eu l'idée de recréer l'activité électrification de vélos pour diversifier, puisqu'on s'est dit, mais une autre pandémie nous tombe dessus avec notre pôle restauration qui explose, hein, parce qu'on
on se développe quand même plutôt super bien, mais une deuxième pandémie qui nous tombe dessus, on recommence à perdre tout un pan d'activité. Donc, quel type d'activité on peut développer Vous vous développez bien, ça veut dire que vous avez un chiffre d'affaires qui progresse de combien? Ben, je vous dis, on est descendu à 1,5 million pendant le Covid, là on est remonté à 3. D'accord. Et l'activité réparation de vélo, elle représente combien dans ce alors là, chiffre on d'affaires commence tout juste, Vous parce commencez qu'il a fallu analyser, chercher quelle activité, ça prend du temps, oui. valider l'électrification de vélo, parce que sur Paris, c'est quand même un moyen de locomotion qui a vraiment le vent en poupe, où il y a des perspectives d'embauche pour les travailleurs, puisque la finalité, c'est pas que d'électrifier des vélos, c'est bien pour l'environnement, pour la santé des gens, pour plein de bonnes raisons. Mais l'idée, c'était de dire quel type d'activité on pourrait développer qui plairait aux jeunes publics qui arrivent, pas très penchés par le conditionnement et le bricolage, espace vert, surtout pour des citadins. C'est pas, disons qu'ils ne sont pas nés avec un râteau dans la main. Comment dire, qui leur donnerait des perspectives d'embauche à terme. Or, aujourd'hui, le nombre d'ateliers et de prestations de services autour de la réparation, de l'entretien de vélos, etc. à Paris laisse à penser que des travailleurs qui sont en maîtrise du sujet pourraient trouver un job un peu plus facilement. Donc l'accélérateur a été vraiment une chance pour nous de reprendre tous ces fondamentaux de l'analyse de marché, de la recherche d'opportunités, etc. Et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants de structures de l'ESS qui voudraient chercher, trouver ou compléter leur alignement personnel et professionnel? Est-ce que vous auriez des conseils ou des petites astuces ou des recommandations à leur faire? Eh bien, puisqu'on en parle, je leur suggérerais de postuler, de candidater à l'accélérateur ESS. Première chose, parce que là, on a parlé du contexte particulier et du repositionnement économique, la structuration qu'on a travaillé, mais ça a été pour moi, une opportunité de rencontrer énormément de personnes, de découvrir beaucoup de structures, donc ceux de ma promo, mais des promos précédentes, puisqu'il y a énormément de temps d'échanges qui sont organisés par HEC, l'accélérateur et plein d'autres dispositifs qui se croisent, qui se superposent, qui s'emboîtent les uns les autres. C'est d'une richesse mais phénoménale. Donc rencontrer des gens, rencontrer des structures, j'ai trouvé des clients, j'ai trouvé des partenaires, j'ai trouvé des fournisseurs. On se retrouvait pour un pot, un débat, une réunion, un colloque, et en fait on s'apercevait qu'on avait tous des trucs à faire ensemble. On a tous la même dynamique, le même état d'esprit, la même finalité, ou en tout cas le même intérêt pour tout ce qui relève de la RSE, et que ce soit sur l'axe climat, tri de déchets, social, environnement, bref. C'est vraiment du soutien, de l'écoute, des conseils, du regard extérieur, de la dynamique, des copains, des copines, beaucoup de choses. Et des clients, des partenaires. Oui, des clients, des fournisseurs, des partenaires. Merci beaucoup Sylvie Riberaud pour ce témoignage et bravo pour votre engagement pour l'emploi des personnes handicapées. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve très vite pour un autre portrait engagé dans cette série de portraits vidéo que nous faisons avec l'accélérateur ESS de HEC Paris et de la région Île-de-France.